Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de notre progression. Ça va aussi être la première vidéo de cours que je vais vous faire qui n'est pas une vidéo faite en direct, étant donné qu'on a repris au moment en fait où je mettrai en ligne cette vidéo, les cours ont repris, pas forcément pour vous mais pour vos camarades de seconde en particulier. Donc pour permettre simplement à tout le monde d'avoir accès au contenu, je préfère en faire un contenu différé, vu qu'on n'aura plus à l'avenir des plages où tout le monde est disponible en même temps, entre le prof qui est au lycée, les élèves qui sont au lycée, les élèves qui ne sont pas au lycée, etc. etc. Ça complique un petit peu les choses, d'où donc ma décision de passer à ce format un petit peu différent. Pour vous, ça ne changera pas grand-chose, hein, ça vous laisse simplement la possibilité d'accéder aux cours dès que vous le voulez, hein, tout simplement. Hein. Pour le reste, il n'y a pas d'interaction possible, ça, vous l'avez compris. Hein. Mais malheureusement, on fera sans du coup. Hein. Alors, le dernier chapitre que nous allons traiter va en fait se diviser en deux parties. On va parler de la lumière et notamment des rayonnements qui forment la lumière. On l'avait déjà fait dans des chapitres précédents, mais là, on va un petit peu étendre ces domaines à l'ensemble des ondes électromagnétiques. Alors vous vous rappelez, programme de seconde, hein, que la lumière est un exemple d'onde électromagnétique. Et on va voir en fait dans ce chapitre que les ondes électromagnétiques, qu'on appelle aussi souvent les OEM, d'où l'abréviation que vous allez retrouver notamment dans ce cours, et aussi sur le cours Moodle, hein, souvent on écrit les choses OEM, comme ondes électromagnétiques. C'est une façon abrégée donc de les noter. Donc ces ondes électromagnétiques, on va voir, c'est bien plus que simplement de la lumière. La lumière n'est en fait qu'une petite partie très infime des ondes électromagnétiques. Vous avez ici en illustration, sur la photo qui surmonte mon titre, une photographie de la galaxie qui est la plus proche de la nôtre, qui est la galaxie d'Andromède. Et cette galaxie, les télescopes, notamment les télescopes spatiaux qui photographient régulièrement cette galaxie, évidemment sont équipés d'un système optique qui leur permet de photographier dans le domaine du visible, comme le fait un appareil photo classique, hein, on photographie dans le domaine du visible, mais on peut aussi photographier n'importe quel objet céleste avec des domaines électromagnétiques un petit peu différents. Ici on a fait une photographie au rayon X. On a un petit peu recolorisé tout ça, vous le voyez. Et vous voyez en fait que cette photographie montre que Andromède, en réalité, on le voit, est une galaxie dont les étoiles nous envoient des rayons X. Ce qui n'est pas visible évidemment à l'œil nu. Hein. Donc évidemment, cette galaxie nous envoie de la lumière visible, mais aussi des tonnes d'autres rayonnements, parmi lesquels on le voit ici sur cette photographie, donc des rayons X. On verra dans ce chapitre justement que les rayons X en fait sont en réalité un domaine des ondes électromagnétiques. Alors, on va débuter cette séquence avec une première diapo qui va nous permettre de faire le lien, de rappeler le lien notamment entre longueur et fréquence. Alors c'est une relation que vous avez déjà eu l'occasion de voir, on l'avait vu notamment en travaux pratiques il y a de ça quelques temps, hein. Je vais simplement vous la rappeler. Cette relation elle est valable pour n'importe quel type d'onde, pas seulement les ondes électromagnétiques. Mais vous allez voir que dans le cas des ondes électromagnétiques, elle est particulièrement intéressante cette relation, parce qu'on caractérise très souvent les ondes soit par leur fréquence, soit par leur longueur d'onde, et qu'il est en fait du coup, grâce à cette formule, facile de basculer directement de l'une à l'autre de ces grandeurs. Donc cette relation est la suivante. Elle fait le lien entre justement cette première grandeur que vous avez ici, notée par une lettre F, qui est la fréquence, et puis cette autre grandeur intéressante, qui est donc la longueur d'onde que vous retrouvez ici. Et vous voyez en fait que la clé qui permet de faire le lien entre f et lambda, c'est simplement la valeur de c, la vitesse de la lumière,
qui va être utilisé ici. Et vous allez voir qu'on va travailler essentiellement dans le domaine dans le domaine en fait du vide. On va travailler dans le vide, et donc vous allez voir du coup en fait que on utilisera pour C la vitesse de la lumière dans le vide, et on aura du coup aussi des longueurs d'onde qui seront propres au vide. Vous verrez plus tard, l'année prochaine en particulier, que cette longueur d'onde, elle dépend en réalité du milieu dans lequel on se trouve. Mais ici, on va se cantonner à travailler uniquement dans le vide. Donc on va simplement ici rappeler la signification des trois grandeurs qui forment cette formule. Alors vous les connaissez, je passe assez vite dessus. F comme étant la fréquence, l'unité vous la connaissez aussi, ce sont des hertz. La longueur d'onde représentée par la lettre grecque lambda, valeur en mètres dans le système international des unités. Et puis donc, petit c, la vitesse de l'onde, en l'occurrence, qui est, on le verra pour les ondes électromagnétiques, toujours la vitesse en fait de la lumière, valeur qui vaudra dans certains cas particuliers le C0, les 300 000 km par seconde. Ce cas particulier, c'est simplement quand on se place donc évidemment dans le vide. Là, je vous donne un cas général, donc je mets un C, n'importe lequel, et vous avez un lambda en conséquence aussi. Je vais juste faire apparaître une petite information qui pourra nous être utile, notamment pour le prochain chapitre. Il arrive très souvent, quand on parle d'ondes électromagnétiques, qu'on remplace le F de la fréquence par une lettre grecque qui s'appelle nu. Alors cette lettre grecque, je vais vous la présenter simplement en insérant une formule et en l'écrivant directement. Voilà, donc vous allez très souvent retrouver dans les exercices, dans les livres. Alors, où est passée ma formule? Elle est là. Je vais vous la mettre là et je vais la corriger. Donc cette lettre grecque nue se présente un petit peu comme, en tout cas dans la police de caractère que j'ai utilisée, un petit peu comme un V. En fait, c'est pas tout à fait un V. C'est une lettre grecque nue. Et vous aurez l'occasion de l'utiliser parfois en remplacement de l'écriture F. Donc sachez simplement, si vous tombez sur cette lettre un petit peu bizarre ici qui ressemble à un V, c'est en fait la lettre grecque nue, et c'est simplement en fait une lettre utilisée pour noter spécifiquement les fréquences des ondes électromagnétiques. Voilà, votre livre en particulier utilise cette notation, c'est pour cette raison que je me permets ici aussi donc de le faire apparaître. À votre niveau, vous aurez le droit évidemment de noter les fréquences par une lettre F, pas vous embêter, ou par une lettre nue si vous le désirez. Voilà. Petite application directe de cette formule. Un exercice relativement classique. On vous demande d'expliquer comment évolue la longueur d'onde lorsque la fréquence est multipliée par 2. Et on vous demande d'argumenter. Évidemment, on va se baser sur la formule pour faire tout ça. Donc je vais enlever tout ce qui risque de nous gêner. Et je vais simplement observer que dans cette formule, on le voit, f et lambda ne sont pas du même côté de la barre de fraction. F est au numérateur et lambda est au dénominateur. Si je considère en plus que la vitesse de l'onde est une constante, ce qui est le cas si on ne change pas de milieu, eh bien vous voyez que vous avez une relation en fait de proportionnalité inverse qui existe entre f et puis lambda. C'est ça ce qu'on va marquer en fait ici, qui servira de réponse. Donc la formule montre que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, et ceci donc pour une vitesse
de l'onde constante. Voilà. Et donc cette proportionnalité inverse va nous permettre en fait de répondre ici à la question, notamment à la première partie. Là j'ai déjà en fait fait mon argumentation. C'est vrai que quand on regarde cette question, on peut se dire ah bah oui, mais si je multiplie f par 2, lambda est de l'autre côté, donc il va être divisé par 2, donc c'est évident. Oui, c'est évident, mais la justification, vous l'apportez en parlant justement de proportionnalité inverse. C'est ce qu'il fallait faire ici. Et donc je complète ma réponse en disant simplement que si on double, ce qui est le cas ici, si on double la fréquence, eh bien la longueur d'onde sera en conséquence divisée par 2. Voilà, c'est la réponse ici à cette question. Donc là, il est important au niveau de la façon de répondre. La réponse en elle-même ne pose pas trop de problèmes, mais c'est l'argumentation à laquelle il faut faire attention. On l'avait déjà fait en cours cette année. J'en profite pour le refaire ici, grâce à cette question. Ne vous contentez pas, comme vous le faisiez peut-être précédemment, de dire ah bah f est au-dessus, lambda est en dessous, donc quand je multiplie l'un par une valeur, l'autre est divisé forcément par cette valeur. Allez un petit peu au-delà, et faites intervenir cette histoire de proportionnalité inverse, qui permet du coup de justifier que lorsque vous allez multiplier par 2 la fréquence, vous allez diviser par 2 la longueur d'onde. Voilà. Bah écoutez, on va passer du coup à la diapo suivante. On va parler du domaine des longueurs d'onde. Notamment des ondes électromagnétiques. C'est notre thématique du jour. Je vais vous présenter un petit document qu'on va analyser. Et on en tirera ensuite quelques conclusions. Alors, ce document, si on regarde de près, vous présente l'intégralité des types de rayonnement électromagnétique qui existent. Ils sont classés ici, vous le voyez, par longueur d'onde ici, donnée. Alors, ouais, c'est pas des nanomètres, longueur d'onde ici, en mètres. Et donc on voit finalement les valeurs de ce domaine de longueur d'onde qui s'étend, on le voit donc sur on va dire une superficie assez importante de valeurs. Depuis 10 exposant moins 12 pour les rayons gamma, qui sont les rayonnements électromagnétiques qui ont la plus petite longueur d'onde, jusqu'aux ondes radio qui, pour certaines, on le voit, dépassent des longueurs d'onde de l'ordre du kilomètre, voire même de la dizaine de kilomètres ici, vu qu'on est à 10 exposant 4 mètres. Et donc en fait, on va juste préciser, comme on l'a dit tout à l'heure, que évidemment ces longueurs d'onde sont définies toujours dans un milieu particulier. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par défaut, ce sera toujours dans le vide. Donc là, je le fais apparaître sur le schéma. On ne le fait pas toujours, parce que par défaut, on considère qu'on est dans le vide. Mais pour que les choses soient évidemment parfaitement claires, vu que ce lambda dépendra du milieu, il peut être quand même intéressant de préciser ici qu'on se place dans le vide pour faire cette observation. Puis vous voyez que vous avez finalement sur ce graphique un ensemble d'ondes que vous connaissez, qui sont toutes des ondes électromagnétiques. Ondes radio, les micro-ondes, les rayons infrarouges, le visible, les rayons UV, les rayons X et les rayons gamma. Donc là vous avez donc l'intégralité en fait des domaines des ondes électromagnétiques. On voit finalement que le domaine du visible, ce qu'on appelle communément la lumière, ce n'est en fait qu'une toute petite partie de ce domaine des ondes électromagnétiques. Remarquez aussi en passant que pour qu'on puisse représenter correctement un graphique comme celui-ci, on est obligé ici d'utiliser une échelle pour la longueur d'onde qui n'est pas une échelle linéaire. Vous voyez en fait que dès que j'avance ici d'une graduation sur mon axe, je multiplie par 10
la valeur, hein. C'est une échelle logarithmique, hein. On avait déjà eu l'occasion de rencontrer un tel type d'échelle dans d'autres applications. Mais là, vous retrouvez un petit peu cette même situation. Ça permet un petit peu de ramasser sur une distance relativement courte des valeurs qui sont, on le voit ici, hein, 10 exposant 16 fois plus grand l'une que l'autre, hein, parce qu'entre le 10 moins 12 pour le début des rayons gamma jusqu'au 10 exposant 4 pour la fin des ondes radio, hein, vous avez une valeur qui a été multipliée par 10 exposant 16. Ce qu'on ne pourrait évidemment pas représenter sur un axe gradué sous forme habituelle, hein. Donc là, échelle logarithmique, hein, et non pas échelle linéaire pour qu'on puisse représenter les choses correctement. Ce qu'on fait assez régulièrement en physique, hein, vous commencez tout doucement à vous y habituer. Là aussi, une petite question pour traiter de cette deuxième partie. On vous demande de déterminer le domaine des ultraviolets en avançant un intervalle de fréquence. Alors bien sûr, on va faire une petite lecture ici sur le schéma au-dessus, hein, mais pas que. Et on va ensuite convertir l'intervalle de longueur d'onde donné ici par la petite bande violette que vous avez sur le graphique, hein. Donc celle que vous retrouvez évidemment ici, hein. C'est cette partie-là qui va nous intéresser, hein. Les ultraviolets sont ici. On va simplement en fait convertir cet intervalle ici donné de longueur d'onde en un intervalle de fréquence, ce qu'on fait assez régulièrement. Je vous dirai tout à l'heure pour quelle raison. On parle souvent beaucoup plus de fréquences, on caractérise plus souvent plutôt les fréquences, les longueurs d'onde par leur fréquence, que par On caractérise bien plus souvent les ondes électromagnétiques par leur fréquence que par leur longueur d'onde. On verra pour quelle raison tout à l'heure. On va déjà donc dans un premier temps relever simplement sur le graphique ici l'intervalle de longueur d'onde dans lequel se situent les rayons ultraviolets. Alors évidemment c'est une échelle logarithmique, donc on manquera peut-être un petit peu de précision au niveau de la lecture. En tout cas on peut quand même voir que le début se situe ici, on le voit, à 10 exposant moins 8 mètres. Et puis si vous vous rappelez un petit peu du cours sur la lumière, vous vous rappelez que le domaine du visible s'étend de 400 nanomètres à 800 nanomètres, et que avant 400 nanomètres, on est dans les ultraviolets. Et donc en fait, cette limite que vous avez ici entre les UV et le visible, hein, donc cette limite que vous avez là, alors on ne peut pas lire avec précision la valeur ici, mais on sait qu'elle est de 400 nanomètres. Et donc en fait, notre intervalle, on l'a, hein, on peut l'avancer. C'est évidemment pour l'instant uniquement un intervalle en longueur d'onde, hein. On va déjà l'avancer, hein, parce qu'on l'obtient donc grâce d'une part à la lecture graphique, pour le 10 exposant moins 8 mètres, que vous avez à une extrémité du domaine, et puis grâce à nos connaissances sur le sujet, hein, on est aussi à 400 nanomètres comme étant la limite entre la transition, donc rayonnement ultraviolet, et puis rayonnement visible. Et donc ici je donne pour l'instant l'intervalle, vous le voyez, à partir des informations que je connais, donc intervalle en longueur d'onde, et je vais simplement ici convertir cet intervalle en longueur d'onde en un intervalle en fréquence. Comment faire ça? Je me rappelle que d'après la diapo qu'on a vue tout à l'heure, j'ai une relation directe entre fréquence et puis longueur d'onde, hein, qui est la suivante, hein. Je vais la mettre ici à côté pour la garder à l'esprit, hein. Et vous voyez en fait que je peux à tout moment transformer une fréquence en longueur d'onde et inversement en me servant de cette formule. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais procéder en fait on va faire ça en 3 étapes. Dans un premier temps, je vais inverser mon inégalité ici, de façon à faire apparaître le lambda au dénominateur. Je vais ensuite multiplier l'intégralité de mon inégalité par C. J'aurai donc ici au centre un C sur lambda, et je remplacerai ensuite ce C sur lambda par F, la fréquence. Bon, alors on va commencer par la première étape, hein. Donc on va inverser directement ici cette inégalité. Alors rappelez-vous que lorsqu'on inverse une inégalité, ça vous l'avez vu en mathématiques, hein, vous avez pour obligation aussi, pour que l'inégalité soit conservée, d'inverser les signes que vous avez dans l'inégalité. Autrement dit, ce que je fais ici, c'est simplement en fait, j'inverse
les trois termes de mon inégalité. Et je remplace les signes plus grands que par un plus petit que, et inversement. Et si je fais ça, donc, ça me donne la chose suivante. Donc le 10 exposant moins 8, hein. Vous voyez qu'en passant, je me suis affranchi des unités pour des soucis de simplification. Donc le 10 moins 8 devient 1 sur 10 moins 8, le lambda devient 1 sur lambda, et le 400 fois 10 moins 9 devient 1 sur 400 fois 10 moins 9. Et comme on l'a dit, hein, j'ai inversé, vous le voyez, aussi les signes supérieurs et inférieurs à. Ensuite, je vais tout multiplier par c, de façon ici à aboutir à une expression qui sera celle justement de f. C'est l'étape suivante. Donc là, pas de difficulté, hein, il suffit de multiplier ici chacun des termes de l'inégalité par c. Donc là, pas de problème. Et en fait, je vais simplement dire que au centre, ici, le c sur lambda que j'ai, c'est simplement la fréquence. Et après, il suffira de calculer, en remplaçant c par sa valeur, de retrouver ici cet intervalle. Donc ça, on peut le faire directement ici. Hein. Je remplace le c sur lambda par f. Et je divise donc la vitesse de la lumière. Ici, hein, on l'a marqué au-dessus, hein, on se place dans le vide. Donc on a un c équivaut, je vous le rappelle, hein, je vous le marque à côté. C'est une valeur que vous êtes supposé connaître. Hein. Alors ça, ce que je vous donne ici, en fait, c'est le C, ce qu'on appelle le C0. Hein. On met souvent l'indice 0 pour indiquer qu'on est dans le vide. Donc c'est comme un C, c'est un C un peu particulier ici, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Je vous rappelle que la valeur, c'est... la suivante. Donc évidemment ici vous l'utilisez, sachant que vous avez utilisé des longueurs d'onde en mètres, vous avez pour obligation aussi ici de prendre une valeur de C qui sera en mètres par seconde. Ce qui vous permet d'une part d'avoir des hertz, et d'autre part, bon, pour la fréquence évidemment, et d'autre part on le voit donc de répondre en fait à la problématique qui était posée au départ. On voit finalement que les fréquences des rayonnements UV, ici, sont placés dans l'intervalle 7,5 x 10 exposant 14 Hz et 3 x 10 exposant 16 Hz. Voilà ce que ça me donne. Alors si je prends... j'ai pris une précision ici à deux chiffres, ça veut dire que j'avais fait mon calcul en prenant pour C 3,0 à la place de 3,00. Hein. Parce que sinon ici, évidemment, si je prends 3,00, il faudrait que je mette ici un 7,50. Hein. Donc en fait, ça me permet un rappel sur le sujet. Hein. Soit je laisse les choses comme ça, pour être cohérent, hein, je prends un C avec deux chiffres de précision, mais si on me le donnait avec 3, et là j'aurais pas le choix, il faudrait que j'en conserve 3, là en fait je mettrais à la place du 7,5, je mettrais un 7,50. Je considère ici que le 10-8 qui m'est donné a une précision à un seul chiffre, hein. C'est pour ça que je garde ici aussi un 3 de ce côté-là. Donc on voit qu'on a un déséquilibre au niveau de la précision, mais ça, c'est pas forcément un problème. C'est simplement lié au fait qu'on n'a pas lu les deux limites de l'intervalle de la même manière. L'un, c'est une lecture graphique imprécise sur une échelle logarithmique, et l'autre, c'est simplement une connaissance de la limite des longueurs d'onde, rayonnement ultraviolet et visible. Voilà. Bon, écoutez, on va pouvoir passer à la suite des opérations. C'est aussi notre dernière diapo sur le sujet. Alors on est toujours dans la partie B, hein, sur le domaine des ondes électromagnétiques. On va simplement reprendre une partie en fait du schéma précédent. Voilà. Et on va essayer de placer sur cet axe. Donc là on s'intéresse plus, vous le voyez, ni aux fréquences ni aux longueurs d'onde. Hein. On classe simplement ici donc les différents types d'ondes électromagnétiques que l'on connaît par longueur d'onde croissante. Et on va simplement essayer de voir un petit peu des applications pratiques de ces ondes. Vous savez tous que dans la vie de tous les jours, on se sert régulièrement de toutes ces ondes. Alors, quelques exemples simples hein, qui vont nous permettre
dans un premier temps déjà, de reparler des rayons X. On en a parlé tout à l'heure quand on avait parlé de la galaxie d'Andromède. Il faut savoir aussi que ces rayons X sont utilisés en radiologie. Lorsqu'on... Notamment, ici vous avez un exemple pour une radio qui a été faite des dents, mais ça marche très bien pour les dents et pour les os. Donc les radiographies classiques aux rayons X permettent de voir avec une très bonne précision la forme des dents et la forme aussi des os. Ça permet notamment de voir s'il y a des caries, des abcès pour les dents ou bien des fractures lorsque vous êtes confronté à des os. Et donc dans le domaine médical, on se sert pas mal de ces rayons X parce qu'on voit en fait que le comportement n'est pas le même. Il y a un comportement différent qui crée du blanc et du noir. Tout ce qui apparaîtra en blanc sera os, dents, et tout ce qui apparaîtra en noir sera des organes différents. Donc ça permet du coup de créer un contraste et de voir assez nettement la forme des dents et des os pour notamment faire des diagnostics en médecine. Autre, j'allais dire application, c'est pas vraiment une application, mais vous avez ici une photographie qui vous présente des déchets nucléaires. Alors ces déchets nucléaires, ce sont les émetteurs de rayonnement gamma, pour la plupart d'entre eux. C'est notamment ce qui fait leur caractère dangereux, parce que ces rayons gamma sont très pénétrants. Et ils provoquent notamment des cancers lorsque l'exposition est trop importante ou lorsqu'elle est prolongée. Donc là, vous avez un exemple en fait d'émetteur de radioactivité. En fait, les rayons gamma, ce sont en fait une des 3 formes de radioactivité qui existent. Donc là, vous avez un exemple d'émetteur gamma. Dans le domaine du visible, on peut évidemment parler des sources de lumière que nous utilisons régulièrement. Donc là, par exemple, on pourrait très bien faire apparaître la lumière du soleil comme étant une lumière faite essentiellement du rayonnement visible. Alors on a vu dans un chapitre précédent, en réalité, quand on a vu l'étude spectrale, les étoiles en réalité elles émettent aussi en dehors du visible, notamment dans les ultraviolets et aussi dans les infrarouges. Mais c'est vrai que l'essentiel du rayonnement souvent pour les étoiles est dans le domaine du visible. Je vous ai aussi représenté à côté une planète, en l'occurrence ici la Terre, parce que les planètes ce sont des émetteurs de rayonnement infrarouge. C'est notamment en fait ça qui provoque l'effet de serre atmosphérique que vous connaissez, qui est une des causes du réchauffement climatique que nous observons depuis quelques décennies maintenant. Cette augmentation de l'effet de serre s'effectue de la façon suivante. Donc lorsque la lumière du soleil éclaire la Terre, la plupart des rayonnements qui traversent l'atmosphère sont absorbés par le sol et sont en fait réémis sous la forme de rayonnements de longueur d'onde souvent un petit peu plus importantes. Et ce sont des infrarouges. Et ces rayonnements infrarouges sont des rayonnements qui transportent beaucoup d'énergie, notamment de l'énergie sous forme de chaleur. Et c'est ce qui provoque notamment, lorsque ces rayonnements infrarouges sont piégés, ce qui est le cas à cause de l'atmosphère qui nous entoure, la plupart de ces rayonnements infrarouges sont piégés, donc rebondissent en quelque sorte sur l'atmosphère, et contribuent du coup, sur ce trajet, à échauffer en particulier l'air. Ce qui au départ évidemment est une très bonne chose, parce que ça permet d'éviter notamment des trop gros écarts de température entre le jour et la nuit, ce qui fait aussi que la vie a su se développer sur Terre. Mais ça provoque aussi, lorsque l'effet de serre est trop important, des échauffements qui parfois peuvent dépasser le cadre de la sûreté simplement, parce qu'aujourd'hui on nous parle du réchauffement climatique comme étant le principal fléau qui risque de nous tomber dessus dans les décennies à venir, donc évidemment il faut surveiller ça de près. Un petit mot des micro-ondes sans insister dessus. Vous les connaissez notamment à cause des fours qui portent le même nom. Ces fours à micro-ondes justement ont la particularité de réchauffer notamment la matière liquide, l'eau en particulier qui forme les aliments, grâce donc à un rayonnement électromagnétique. Et donc les micro-ondes traversent votre four et puis
contribue notamment à réchauffer l'eau qui est présente dans tout ce que vous avez placé à l'intérieur. Ça peut être des aliments qui contiennent de l'eau, ça peut être aussi simplement de l'eau pure dans une tasse pour la tisane que vous allez préparer dans les minutes qui viennent. Ensuite, un petit mot des ondes radio. Les ondes radio, vous les connaissez, c'est celles qui vous permettent de recevoir sur vos postes de radio. Alors, c'est vrai que c'est plus vraiment aujourd'hui la façon privilégiée d'écouter la radio, on passe plutôt par internet, mais les postes de radio type grands ondes ou FM, modulation de fréquence, fonctionnent avec des ondes radio. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de ces ondes. Une petite question pour terminer là-dessus. On vous demande simplement de rajouter sur le document la position correspondant à votre smartphone. Et votre smartphone, quand il fonctionne, vous le savez, il fonctionne souvent grâce à de la 4G. Il se trouve que la 4G fait partie des ondes radio, avec notamment des longueurs d'onde qui sont un petit peu plus importantes que celles que vous trouvez dans la bande FM. La bande FM, vous avez des longueurs d'onde qui sont autour de 100 MHz, et vous les multipliez par 10, voire par 20 pour la bande 4G. Donc en fait, on se place avec votre smartphone dans les ondes radio, mais un petit peu plus loin que les ondes radio qui servent à réceptionner donc vos chaînes de radio. Voilà, tout ça pour avoir quelques exemples, en fait, vous le voyez, d'ondes électromagnétiques. Vous voyez que vous avez autour de vous, nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques, que ce soit les ondes naturelles, celles qui sont liées notamment à l'éclairage du soleil, mais aussi n'importe quel appareil électrique autour de nous est un émetteur d'ondes électromagnétiques. Et donc on est en fait entouré par des ondes électromagnétiques, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient artificielles. Bon, il va être temps de passer à la synthèse. On va projeter tout ça. Alors, première chose, on va revenir sur les quelques éléments qu'on a vus au début de ce chapitre, en priorité. Alors, c'est pas un D, c'est un C, si vous avez bien suivi. Donc on va corriger tout ça. On revient sur l'abréviation OEM, ondes électromagnétiques. On rappelle aussi des éléments que vous avez vus en classe de seconde, qui vous disent que ce qui différencie en particulier les ondes électromagnétiques des ondes mécaniques, dont on a parlé dans des chapitres précédents, c'est que ces ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. On l'avait déjà abordé notamment en travaux pratiques, et là on a moyen donc de le rappeler. Et puis donc, autre point particulier, leur vitesse est beaucoup plus grande que celle des ondes mécaniques. Ce qui est bien avec les ondes électromagnétiques, c'est qu'elles ont toutes en fait une vitesse qui est fixée et qui dépend simplement du milieu de propagation. On avait donné tout à l'heure la valeur dans le vide, qui est aussi la valeur de la vitesse officielle de la lumière dans le vide. Je rappelle ici la valeur. Je vous rappelle que cette valeur est une valeur que vous avez à mémoriser et à connaître. Ça fait partie de votre culture générale. Ensuite, on va aussi simplement préciser que en réalité, vous avez donc différentes catégories d'ondes électromagnétiques. On ne va pas revenir sur les domaines des longueurs d'onde. Vous n'avez pas à connaître les domaines des longueurs d'onde ou de fréquences. Vous avez simplement à pouvoir me citer, comme on va le faire ici, ces domaines des ondes électromagnétiques, rayons gamma, rayons X, ce que j'ai qualifié de lumière. Rappelez-vous que la lumière, c'est à la fois la lumière visible, mais aussi les ultraviolets et les infrarouges, et puis donc les micro-ondes et les ondes radio. Ensuite, point suivant, on l'a vu grâce à la formule de la toute première diapo, on caractérise généralement une onde, un rayonnement électromagnétique, par sa fréquence ou bien par sa longueur d'onde.
Mais on l'avait dit tout à l'heure, plus généralement par leur fréquence. Alors j'ai pas expliqué pourquoi on le faisait plus souvent par la fréquence. Alors je vous la donne ici, la raison, c'est que la fréquence, elle, ne dépend pas du milieu dans lequel se fait la propagation, en tout cas dans l'immense majorité des situations. Par contre, la longueur d'onde, on a vu qu'elle changeait en fonction du milieu. Donc en fait, vous pouvez très bien parler de fréquence de façon absolue, sans avoir à préciser le milieu dans lequel vous vous retrouvez. Et c'est pour cette raison qu'on préfère souvent parler de fréquence, parce que là on est certain que quel que soit le milieu dans lequel on est, bah, cette fréquence restera toujours la même. Et puis donc, dernier point, on rappelle ce qu'on a vu dans la deuxième diapo, hein, c'est que finalement, bah, la lumière visible, ce n'est en fait qu'une infime partie du domaine des ondes électromagnétiques. Déjà, on le voit, c'est un des 5 domaines principaux, et en plus, dans cette lumière, vous avez encore une fois 3 catégories, hein. La visible, les infrarouges et les ultraviolets. Bah, ici, vous voyez que la visible forme, du coup, au final, une toute petite partie du domaine des ondes électromagnétiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à venir faire un tour sur Discord pour poser vos questions, hein. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.